Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Dans cet épisode, je vous propose un entretien avec le psychologue Pierre-Éric Sutter. Pierre-Éric est un des principaux spécialistes français de l'éco-anxiété. Il est également auteur et conférencier sur le sujet et sur la santé mentale au travail. Dans cet entretien, vous découvrirez en détail ce qu'est l'éco-anxiété et que faire pour la prévenir, voire l'apprivoiser. Un épisode extrêmement riche et philosophique qui j'espère vous fera du bien et que je suis très heureux de pouvoir vous offrir. Bonjour Pierre-Éric. Bonjour Anthony. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es psychologue et psychothérapeute, spécialiste de l'éco-anxiété. Tu diriges Mars Lab, un cabinet de conseil en prévention de la santé mentale et environnementale au travail. Et tu as cofondé l'Observatoire de l'éco-anxiété et la Maison des éco-anxieux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que cette Maison des éco-anxieux ? Alors la Maison des éco-anxieux est née à partir d'un constat qui était que quand j'avais un patient devant moi qui me disait « je suis éco-anxieux », au tout début, j'étais bien en peine pour pouvoir estimer effectivement cette éco-anxiété parce que au début, quand les premiers patients sont venus me voir en 2016 dans mon cabinet et qui me disaient je suis éco-anxieux, je ne savais pas ce que c'était. Et quand je dis je représente aussi l'institution. C'est-à-dire que en tant que personnel de soins, nous avons accès à des nosographies, c'est-à-dire des tableaux de symptômes qui nous permettent de vérifier ce que nous disent les patients, un peu comme le pharmacien avec son Vidal ou le médecin avec son Vidal pour les médicaments. Et c'est l'OMS qui gère ces tableaux, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, comme tout praticien tout à fait honnête et transparent, quand on ne sait pas ce que c'est que nous disent les patients, on va regarder nos antisèches et on vérifie ce que ça veut dire. Et éco-anxiété, quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai eu ce réflexe, j'ai été voir le classement international des maladies, qui est un site web accessible d'ailleurs à tous, hein, tout le monde peut aller le consulter. Et c'était la version 10 à l'époque. Je consulte donc ce référentiel et je ne trouve absolument rien sur l'éco-anxiété. Donc j'étais bien en peine pour pouvoir évaluer cette patiente et connaître sa symptomatologie et voir si je pouvais la traiter. Puisque quand on entend éco-anxiété, pour la première fois, on se dit, tiens, il y a le mot anxiété. Donc instinctivement, et il n'y a pas que les praticiens qui ont ce réflexe, on se dit, ça doit être une forme d'anxiété. Donc je vais voir ce que c'est, quelle est la spécificité de cette symptomatologie. Et donc je ne trouve rien et je cherche aussi écopathologie parce que je me dis tiens c'est intéressant, il y a le préfixe éco, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose lié à l'écologie. J'étais pas aussi aware comme dirait l'autre aujourd'hui sur les sujets écologiques, mais donc je savais un peu ce que c'était quand même que les problèmes écologiques, presque comme tous les Parisiens bobos du 6e, puisque à l'époque j'habitais le 6e arrondissement à Paris, j'avais mon petit Vélib, donc j'étais très vertueux sur mes éco-gestes, etc. Mais je ne connaissais pas l'éco-anxiété. Et donc, je me suis retrouvé un peu gros Jean comme devant à ne pas savoir comment faire pour gérer cette éco-anxiété. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui, quand on leur dit ou qu'elles pensent qu'elles sont éco-anxieuses, qui savent pas trop cerner ce trouble qui les traverse. Et donc, la maison des éco-anxieuses, c'est un peu ça, c'est de se dire, ben, on vous propose d'abord des informations pour vous dire ce que c'est que l'éco-anxiété, la symptomatologie, etc. Mais aussi, on vous propose un outil diagnostique pour vous évaluer, vous auto-évaluer, première fois. Et si cette auto-évaluation montre que vous avez une intensité d'éco-anxiété forte ou très forte, on vous propose gratuitement de pouvoir avoir un diagnostic complémentaire avec un psychologue volontaire. Hein. C'est gratuit, donc ça n'engage aucun frais, et ça permet de se positionner et de repartir avec une vision beaucoup plus claire de son éco-anxiété en termes d'intensité, parce que comme on va le voir, j'imagine, l'éco-anxiété, ça n'est pas binaire, c'est pas oui, je suis éco-anxieux, non, je suis éco-anxieux, c'est voilà, je suis plus ou moins éco-anxieux, c'est un peu comme la fièvre. Une éco-anxiété à 38 degrés va pas être la même qu'une éco-anxiété à 41 degrés, donc on va pas prendre les mêmes traitements, pas préconiser, en tant que personnel de soins, ou pas préconiser les mêmes traitements pour, comment dirais-je, cerner l'éco-anxiété à 38 ou 41 degrés. Alors, ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais c'est à peu
près le même principe. Voilà pourquoi j'ai monté cette maison des éco-anxieux pour pouvoir, avec Sylvie Chamberlain, pour pouvoir proposer à la fois des services d'information et d'évaluation donc de l'éco-anxiété et rendre les choses plus claires et donc moins inquiétantes. Ok, génial. Alors, tu as écrit ou participé à l'écriture de 25 livres, et notamment un dont on va pas mal parler aujourd'hui, Bien vivre son éco-anxiété, que tu as Ouais. coécrit donc avec la coach Sylvie Sylvie Chamberlain. Samberlin. Et donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le lire, non seulement parce que vous décortiquez bien ce qu'est l'éco-anxiété en long, en large et en travers, et on sent qu'il y a du vécu aussi, mais également parce que vous partagez énormément de témoignages de personnes éco-anxieuses, et ça permet de s'identifier, de se sentir moins seul. Donc, à titre personnel, quand je dis que je suis éco-anxieux, je pense à plein de notions qui se recoupent plus ou moins et que je n'expérimente pas tout le temps, mais à différents moments de la journée ou de ma vie, en fonction de ce que je regarde comme info sur mon ordi ou mon smartphone, pardon, par exemple. Et ces notions, par exemple, c'est l'éco-lucidité, l'éco-réalisme, l'éco-inquiétude, parfois le découragement. Et alors, Albert Camus écrivait: Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Est-ce que tu voudrais bien nous donner une définition de l'éco-anxiété, en tout cas celle dont tu te sers cliniquement, sachant que, comme tu l'écris, il n'y a toujours pas actuellement de définition officielle et consensuelle d'un point de vue médical. Oui, j'aime beaucoup cette phrase de Camus. Je te remercie de l'avoir reprise parce que moi, je suis un psychothérapeute existentiel. Donc, évidemment, dès qu'on cite un auteur aussi brillant que Camus qui fait partie de la mouvance existentialiste, ça me fait plaisir. Et effectivement, je suis très attaché à essayer de bien nommer les choses pour qu'il y ait du bonheur dans ce monde. C'est très important. Je la prends à l'envers pour être positif. Et on a effectivement beaucoup de termes, tu les as évoqués, qu'on voudrait remplacer à la place d'éco-anxiété parce que ça fait un peu peur ce mot d'éco-anxiété. Dès qu'on parle d'anxiété en France, dès qu'on montre qu'on a peur, bah ça y est, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur. Si je suis un peu masculiniste, on va dire que je suis une fiotte pour un garçon, voilà, ou que je suis une fille carrément. Allez, soyons fous. Ce qui est pas faux d'ailleurs, parce que les femmes sont plus anxieuses en général dans toutes les études de sciences humaines, parce qu'elles ont une capacité ou une ressource que les hommes n'ont pas forcément, en tout cas pas autant, et pas tous, c'est de mieux exprimer leurs émotions et leur anxiété. Ce qui fait qu'elles sont mieux soignées et que les hommes en général, ne manifestant pas leur anxiété, sont moins bien soignés et vont développer des anxiétés beaucoup plus fortes et derrière beaucoup plus pathogènes. Et on le verra avec l'éco-anxiété, c'est pareil. Donc déjà, effectivement, le mot éco-anxiété a un côté trompeur, c'est que on pourrait croire, comme je le disais et comme je l'ai cru moi-même, que c'est une forme d'anxiété alors que pas du tout. Parce que on a un problème en France, contrairement aux anglo-saxons, c'est que anxieux, c'est une manifestation, on va dire, normale d'inquiétude, mais on l'associe au trouble anxieux. C'est-à-dire que on n'a pas la même différence que pour déprimé et dépressif, où on voit bien qu'il y a une gradation. Quand on est déprimé, on va dire que c'est normal. On sent que c'est normal, c'est juste qu'on a un petit coup de mou, pour le dire un peu trivialement, mais on n'associe pas ça à de la dépression, donc à une psychopathologie, hein, une maladie psychologique ou psychiatrique. Alors que quand on parle d'anxiété, tout de suite on l'associe à quelque chose de maladif. Alors que ce n'est pas le cas, c'est exactement la même chose que la différence entre déprime et dépression. Anxiété et trouble anxieux. Voilà, on devrait dire anxiété en pensant que ça n'est pas une maladie, alors qu'un trouble anxieux, c'est une psychopathologie. Voilà, et donc, derrière le mot éco-anxiété, on a tendance à associer effectivement une maladie, donc ça fait peur et on n'a pas envie de dire qu'on est anxieux. Et c'est un gros problème parce que ça va invisibiliser l'éco-anxiété des gens, même si elle est faible ou moyenne. Ce qui est gênant parce que si elle perdure et s'intensifie, cette éco-anxiété, elle risque de devenir à terme un trouble psychopathologique. Et donc c'est important d'en parler au contraire et de dire, voilà, j'éprouve des inquiétudes pour la planète à chaque fois que je reçois une information négative sur mon smartphone, dans ma boîte mail ou sur un journal ou dans la rue. Je m'inquiète pour la planète. Mais ça, c'est hyper simple de s'inquiéter. Et en fait, la peur est hyper importante. C'est une émotion qui a des effets extrêmement positifs. Et en fait, ce qu'il faut qu'on apprivoise, c'est notre peur de la peur, en fait, parce que c'est hyper important d'avoir conscience que la peur nous avertit de danger, toujours. Hein, si on n'avait pas peur quand on traverse la rue, qu'on a manqué de se faire écraser par un bus parce qu'on était sur son smartphone en train d'écouter des mauvaises nouvelles sur la planète,
Si on n'avait pas peur que le bus avait manqué de nous écraser et que la mécanique du stress nous a fait faire un pas en arrière, eh ben, on serait pas là pour en parler et on n'aurait pas été sauvé justement par la peur. Heureusement que la peur est là parce qu'elle nous sauve. Si évidemment on ne la met pas au fond de sa poche avec un gros mouchoir dessus. Donc faut savoir écouter ses peurs. Et moi je dis toujours à mes patients, vous savez, c'est bien que vous ayez peur parce que aujourd'hui vous êtes certes dans une peur qui vous immobilise, mais tout l'enjeu du travail qu'on va faire ensemble, c'est de passer dans une peur qui vous mobilise. Donc on va se servir de votre peur. Elle va être utile. Elle est même une manifestation de votre être quelque part, qui vous permet d'avoir une action sur le monde et non pas de vous recroqueviller au fond de votre lit et de vous rouler en boule. Donc voilà. Très important de comprendre que l'éco-anxiété, c'est d'abord avant tout quelque chose qui fait peur et qu'il faut pas avoir peur de cette peur-là, parce que en fait, l'éco-anxiété nous montre qu'on est aware, comme dirait l'autre, donc conscient que quelque chose ne tourne pas rond sur cette planète du fait de nos activités, qu'on est en train justement d'abîmer cette planète. Et donc, moi, j'ai une définition très simple qui s'appuie sur de l'éco-anxiété, qui s'appuie sur les travaux de recherche de chercheurs australo-néo-zélandais, comme on l'a écrit avec Sylvie dans notre livre que tu viens d'évoquer très gentiment. C'est une détresse psychologique face aux crises environnementales. Alors, qu'est-ce que c'est une détresse psychologique? C'est justement un état intermédiaire entre la santé mentale positive, ce qu'on appelle vulgairement le bien-être, quand tout va bien et que on n'a aucune raison d'aller mal et de se poser des questions, et l'autre extrême de ce continuum qui est la santé mentale, qui sont les psychopathologies ou la psychiatrie. Et entre les deux, on a une détresse psychologique, qui peut être ce qu'on appelle un mal-être. Alors cette détresse psychologique elle peut être très faible, très au bord de la santé mentale, comme très élevée, et très au bord finalement des psychopathologies, c'est celles-là qui sont les plus embêtantes. Et donc, on reprend à notre compte cette définition avec Sylvie Chamberlain de détresse psychologique parce qu'on veut montrer, et c'est toujours le cas en psychologie, que c'est toujours un continuum, hein. On n'est jamais pour toujours sur un curseur qui serait uniquement sur la santé mentale positive. On passe toute notre vie à nous balader en fait sur le curseur hein, de la santé mentale. Il faut quand même pas oublier qu'il y a 15% de France, 15 millions pardon, de Français qui sont en permanence tous les ans en souffrance psychologique, que ce soit dans les états les pires, c'est-à-dire psychiatriques, ou les états les moins graves, c'est-à-dire détresse psychologique. Et une détresse psychologique, c'est un mal-être qu'il faut absolument traiter parce que si on le laisse perdurer, s'intensifier, il peut se dégrader et entraîner la personne vers des psychopathologies. Donc c'est pour ça que je dis souvent que l'éco-anxiété, ça n'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade si on la laisse s'intensifier et perdurer. Il faut absolument donc s'en occuper, et il y a plein de façons de s'en occuper pour retrouver un état, comment dirais-je, de santé mentale positive, mais augmenter de cette prise de conscience que l'éco-anxiété nous a permis d'avoir, qui est de voir beaucoup plus loin et plus grand ce qui se passe sur la planète. Et j'aime bien le mot détresse aussi parce que quand j'entends détresse, je pense à un bateau en détresse par exemple. Et un bateau en détresse, c'est un bateau qui a besoin d'aide. Il a besoin Mais de, qui flotte encore. ouais, il flotte encore et il a besoin, il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Il a besoin d'aide de l'extérieur. Et donc, bah voilà, cette définition, elle appelle un peu à l'humilité et au fait d'aller rechercher de l'aide à l'extérieur. Ben d'abord, toi qui étais pilote, vous vivez les mêmes choses. De temps en temps, vous êtes dans des situations de détresse. Vous allez avoir de l'aide de la tour de contrôle ou pour le commandant de bord Exactement. du Mm. copilote ou même carrément de l'équipage. Et pourquoi pas même parfois des voyageurs. Quand il y a quelqu'un qui va mal, on fait appel à un docteur. Et c'est des moments dangereux, mais que vous pouvez gérer en ayant des comportements appropriés. Vous êtes entraîné pour ça, ce qui fait que vous maintenez toujours l'avion en vol, malgré les aléas qui peuvent surgir tout au long d'un vol. Mm. Et alors, tu décris un processus en plusieurs étapes pour devenir éco-anxieux. Est-ce que tu voudrais rapidement nous parler de ça? Et aussi, qu'est-ce que la métanoïa? Oui, alors effectivement, on va commencer par la métanoïa, parce que j'ai utilisé un terme anglo-saxon qui est plus connu que la métanoïa. Effectivement, le fait d'être aware, c'est le fait de prendre conscience. Et on se rend pas bien compte de ce que c'est que la prise de conscience. Et le mot métanoïa le dit bien mieux, parce que c'est un mot grec et que c'est en utilisant son étymologie qu'on va le comprendre. D'abord, une métanoïa, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quelque chose qui a été étudié en psychologie par William James, qui est le prix Nobel de psychologie de 1918. Donc, c'est un concept qu'on connaît bien depuis un siècle. C'est une prise de conscience, c'est plus qu'une information, en fait, qu'une prise d'information. Il faut de l'information, mais l'information, même si elle est nécessaire, n'est pas suffisante pour une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est vraiment un élargissement du champ de conscience où on va intégrer des informations et des émotions nouvelles qu'on n'avait pas avant et qui vont nous faire
raisonner avec le monde d'une façon différente que qu'on pouvait avoir avant. Je vais prendre un exemple concret. Tout le monde sait que fumer tue. C'est une information qui est accessible, qui a été diffusée, qui est même inscrite sur les paquets de cigarettes pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer. Mais on est bien d'accord que cette information n'est pas suffisante, même si elle est nécessaire, pour qu'ils s'arrêtent de fumer. Pour qu'ils s'arrêtent de fumer, il faut qu'ils aient une métanoïa, c'est-à-dire une prise de conscience qui va tout d'un coup leur faire changer complètement de regard, hein. C'est ce qu'on appelle parfois aussi une conversion du regard, une métanoïa, donc changer leur regard sur leur rapport à la cigarette et donc leur rapport au monde et même leur rapport avec eux-mêmes, puisqu'ils vont prendre conscience tout d'un coup qu'il est nécessaire et urgent d'arrêter, puisque ça va attenter à leur santé jusqu'à les faire mourir. Et très souvent, d'ailleurs, c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche l'être humain. Il a besoin parfois d'avoir très peur, et on voit bien que là, à ce moment-là, la peur, elle est très motrice. Il a besoin d'avoir peur de la mort pour prendre conscience que il a nécessité de changer de comportement. Parce qu'en fait, les fumeurs, quand on les interroge un peu, ils ont cette espèce de biais cognitif, hein. Ils se mettent des voiles devant les yeux pour ne pas regarder le réel, et donc notamment les statistiques qu'on leur assène à longueur de journée en leur disant, bah voilà, tu sais que si tu fumes à partir de 15 ans à 65 ans, tu auras 90% de chances d'avoir un cancer laryngophagé. Eh ben, ils vont me dire, ah ben, 9 sur 10, ah ben, je serai le 1 sur 10 qui passera entre les mailles du filet. Donc ça, c'est intéressant de voir que on se ment à soi-même en permanence, hein. C'est comme tous ceux qui veulent nous faire croire que la croissance est infinie dans un monde aux ressources finies. On base nos économies là-dessus. C'est quand même assez incroyable. On se raconte des fables. Nous sommes des petits-enfants qui adorons nous raconter des histoires, en fait, pour éviter de regarder le réel. Et c'est ça le tragique de l'être humain, hein. C'est que, il passe son temps, et c'est très très bien étudié en neuropsychologie, hein, on appelle ça les biais cognitifs. Il passe son temps à se raconter des histoires, donc à avoir des biais cognitifs pour éviter de regarder le réel qui le gêne. Et donc le fumeur fait comme ça, hein. Plutôt que d'arrêter de fumer, il se dit, oh bah j'arrêterai dans 10 ans. Si j'ai 25 ans, j'ai encore 40 ans pour arriver aux 90% de chances d'avoir un cancer. Où je passerai entre les gouttes de la pluie, enfin, bon, enfin, peu importe. Et voilà, ils ont plein d'histoires à se raconter. Et c'est le jour où quelqu'un de proche avec qui ils ont une affection certaine meurt. Par exemple, bah, quelqu'un qui a 25 ans et dont le cousin meurt d'un cancer ou a plus que 3 mois pour vivre. Tout d'un coup, ça va les toucher, et là, ça va pas monter au pâté, c'est dans les tripes que ça se passe. Tout d'un coup, ils vont avoir les tripes qui vont être remuées, ils vont se dire, mon Dieu, mais ça pourrait être moi le prochain. Et là, tout d'un coup, il y a une métanoïa, hein. Alors, ça peut être progressif, hein, mais parfois, c'est comme ce qu'on appelle en psychanalyse un insight, une prise de conscience soudaine. Tout d'un coup, ils prennent conscience, hein, que l'information, ça n'est pas juste une information, c'est quelque chose qui a une valeur beaucoup plus importante, j'oserais presque dire sacrée, puisqu'elle concerne leur vie, et que, ils ont complètement intérêt à changer de comportement, et c'est comme ça qu'ils arrivent à changer en général. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans une éco-anxiété, pour reprendre le terme effectivement de métanoïa, et dans le processus d'éco-anxiété, tout commence par l'information. L'information, c'est la vie, hein. On l'a même au sein de notre corps au travers de l'ADN, hein. Tout le monde sait qu'on a dans notre ADN plein d'informations qui permet aux vivants de faire des choses extraordinaires. Par exemple, un jeune cheval de se tenir debout et de galoper au bout de 5 minutes, hein, ce que nous, on n'est pas encore capable de faire. Parce que pour plein d'autres différences, on n'est pas câblé pareil. Mais voilà, donc l'information, c'est la vie. Et très souvent, ce qui se passe au début du processus d'éco-anxiété, c'est qu'on découvre que ça va être la mort, en fait, si on continue comme ça. Tout d'un coup, les informations prennent une tonalité extrêmement négative, et les éco-anxieux sont ceux qui enlèvent les lunettes bleu pétrole, en fait, du consumérisme, et mettent les lunettes macroscopiques de la planète Terre, en se rendant compte qu'il y a un certain nombre de conditions d'existence du vivant, et que pour bien manger, bien boire, bien respirer, bien vivre, il y a un certain nombre de conditions nécessaires pour que la planète puisse nous héberger, si j'ose dire, hein. Parce que la planète, en fait, se fout de l'humanité. Il y a déjà eu 5 extinctions massives. Un jour, les dinosaures sont morts, pour des raisons exogènes d'ailleurs aux dinosaures, hein. Si ce n'est qu'ils étaient gros, ils avaient besoin beaucoup de manger. Une comète est arrivée, tout le monde le sait, hein, et puis il n'y avait plus assez à manger au bout d'un moment, parce qu'il y avait un immense effet de serre sur la planète à cause de cette comète qui a perturbé les systèmes gazeux autour de la planète, dans l'atmosphère, qui a donc filtré la lumière du soleil, et donc les plantes ne poussaient plus, et les dinosaures qui avaient besoin de beaucoup de quantité
de nourriture végétale comme carnée, hein, parce que évidemment dans la chaîne alimentaire, c'est d'abord ceux qui sont les végétariens qui se font ensuite bouffer par les carnivores qui sont le plat de résistance de ceux qui sont au haut de la chaîne. Tous ces petits beaux mondes qui étaient gros et gigantesques sont morts. Et ils ont disparu de la planète. Et ceux qui étaient les plus petits et les plus malins, c'était les mammifères, c'est-à-dire nos ancêtres, ont survécu à cette cinquième extinction massive parce que les conditions d'existence, telles qu'elles étaient à ce moment-là, leur étaient plus favorables que celles des dinosaures. Et aujourd'hui, on est en train de se créer une mini extinction massive. On a déjà 1 million comment dirais-je, 1 million d'espèces qui sont menacées sur les 11 millions répertoriés. Et nous sommes dans la chaîne alimentaire. Et si on ne prend pas garde à ce qui est en train de se passer, c'est nous qui sommes plus menacés que la planète Terre. En fait, la Terre s'en sortira, hein. Je cite souvent à mes éco-anxieux qui ont besoin d'avoir des informations, ou à ceux qui ne le sont pas d'ailleurs éco-anxieux, que lors de la troisième extinction massive, 90% du vivant a disparu sur Terre à cause de l'acidification des océans, ce qui est la septième limite planétaire qu'on vient de dépasser cette année. On en est encore à un niveau faible, mais si on atteint celui de la troisième extinction massive, on va tous disparaître. En tout cas, les humains sont mal, même s'ils sont plus intelligents que les autres, il faudra montrer qu'on est très intelligent pour survivre à ce problème comment dirais-je, des bonnes conditions d'existence qui nous sont nécessaires. Et depuis 100 000 ans, on a d'excellentes conditions d'existence puisque le climat s'est radouci, et on est en fait dans un petit paradis qui nous a permis notre développement soudain, en fait, hein, depuis quelques millénaires. Parce que nous avons un rapport à l'environnement qui s'est stabilisé grâce aux différentes civilisations successives et qui nous ont permis d'arriver à cette ère de progrès qui est inédite depuis que l'humanité existe. Et même depuis que la planète existe et que le vivant existe. On n'a jamais vu ça et on est en train d'abîmer tout ça. Et ça, tout d'un coup, les éco-anxieux le découvrent. Et c'est une information extrêmement anxiogène. Je vais vite, mais si tu veux, on peut aller moins vite. Hein. Ils découvrent toutes ces informations négatives et ils se rendent compte que les conditions d'existence de l'humanité sont séparées, donc ils le prennent pour eux. Ils vont avoir donc une inquiétude très forte qui va réveiller ce qu'on appelle leur angoisse de finitude. Hein. On sait depuis Freud qu'on a en nous, hein, même n'importe qui a fait un peu de philo en terminale, sait qu'on a une angoisse de mort, une pulsion de vie, enfin, pardon, une pulsion de mort, une pulsion de vie, qui a toujours un rapport entre ces deux pulsions qui se battent. Hein, il appelait ça Thanatos, la pulsion Thanatos et la pulsion Eros. Donc Thanatos essaye de prendre le dessus sur Eros et Eros essaye de contingenter Thanatos. Hein, donc la pulsion de mort tout d'un coup reprend le dessus. Quand les éco-anxieux accumulent comme ça beaucoup d'informations négatives et ils se rendent compte effectivement que on est en grave danger. Et il y a un phénomène assez difficile à comprendre et qui est pourtant naturel, c'est que l'être humain est aimanté beaucoup plus par les informations négatives que par les informations positives, ce qui fait que l'information négative appelle l'information négative. C'est-à-dire quand tout d'un coup un éco-anxieux prend conscience qu'il y a des choses qui se passent en ce moment sur la planète, il va creuser cette information pour se dire mais c'est pas possible, je peux pas croire que tout ça est en train d'arriver. Donc il va aller vérifier. Très souvent, moi je vois que mes éco-anxieux sont extrêmement calés sur certains sujets parce qu'ils ont été lire les rapports du GIEC, lire des documentations scientifiques, ce que moi-même j'ai fait d'ailleurs pour l'éco-anxiété. Parce que j'ai découvert que c'était un sujet qui était travaillé depuis 1997. Ce qui m'a permis de trouver des tableaux nosographiques pour traiter mes patients. Hein. Je referme la parenthèse de tout à l'heure. Et donc, les éco-anxieux sont des personnes extrêmement averties, en fait, hein, et donc très au fait de ce qui se passe sur la planète, contrairement à nos concitoyens qui ne creusent pas, qui vont pas plus loin que les news du JT. Hein. Et donc, forcément, ajoutant les informations négatives sur les informations négatives, ils vont arriver dans une deuxième étape, hein, qui était donc, première étape, c'est subir les informations négatives. Là, ils vont arriver dans ce que j'appelle la phase de subir les éco-stresseurs. Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter pour devenir naturopathe. Je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Et maintenant, retour à l'épisode. Alors, qu'est-ce que c'est un éco-stresseur? C'est le fait de se rendre compte
que, à force d'avoir accumulé ces informations négatives, on découvre qu'il y a des situations à problème qu'on ne peut pas résoudre avec ces petits bras musclés. Parce que la mécanique du stress qu'on a en nous, qui nous avertit d'un danger, comme je le disais tout à l'heure, elle est très importante parce que le danger, il faut le traiter. Et on a en nous un référentiel qui est là depuis 650 millions d'années, depuis que les reptiliens sont apparus, qui est cette fameuse mécanique du stress, avec une bibliothèque de comportements adaptés qui se marient ou qui sont des déclinaisons des trois grandes stratégies d'adaptation qui sont flight, fight, freeze. Flight, la fuite, fight, le combat, ou freeze, la prostration. Et qu'on constate, quand on regarde un documentaire animalier, quand, par exemple, des lionnes poursuivent une gazelle, ben, la gazelle, d'abord, ce qu'elle fait, c'est instinctivement, elle court pour échapper à la prédation des lionnes qui sont derrière elle. Puis si les lionnes sont trop proches et qu'elles essayent de la faire descendre avec un coup de patte, elle va se défendre avec ses sabots et ses cornes. Et puis, à force de courir, si les lionnes sont toujours là derrière, elle va tomber par terre et puis faire la morte. Donc ça, après la phase de combat, c'est la phase de prostration. Ben, nous, c'est pareil. On est face à, par exemple, à un danger inédit qui est la fonte de la banquise. Ça, on l'a pas vu depuis des milliers, on l'a jamais vu d'ailleurs, je pense, de l'histoire de l'humanité. Et on voudrait faire quelque chose. Le stress nous pousse à agir, tellement on a peur de ce que ça a comme conséquence. Alors, je vais pas développer toutes les conséquences, mais une des principales, c'est non seulement la montée des océans, et donc ça risque d'inonder, et ça commence déjà à inonder nos côtes. Et la deuxième chose, c'est évidemment la disparition de la faune et de la flore du pôle Nord. Et donc pour ceux qui sont attachés aux ours blancs, c'est un drame. Je me souviens comme ça d'une patiente qui était en pleurs, vraiment en pleurs. Et elle m'annonce que le dernier rhinocéros blanc est mort. Et donc c'est un attachement comme avec une personne humaine. C'est quelque chose de viscéral. Donc on voit bien que la conversion du regard, elle est bien au-delà de nos principaux contemporains. C'est-à-dire que ces personnes-là sont la conscience de la planète. C'est-à-dire en disant je pleure affectivement, je suis touché par la disparition du vivant. Et donc, ça les stresse énormément. Et malheureusement, évidemment, on n'a pas la ressource pour agir individuellement. Et ça, c'est une découverte que font les éco-anxieux, c'est que quand bien même ils voudraient agir, ils ne peuvent pas agir. Ils sont donc dans l'impuissance. Et leur pouvoir d'agir est complètement neutralisé. Il va falloir reconstruire en thérapie, en psychothérapie, donc ce pouvoir d'agir. Il y a évidemment des moyens que je développerai plus tard. Et donc après ce problème d'éco-stresseur, ils vont essayer de chercher de la ressource autour d'eux. Donc, comme on est des animaux sociaux, on a ce réflexe d'aller voir autour de nous, d'abord pour alerter, parce qu'on a cette solidarité naturelle et spontanée, de dire attention, mon groupe social d'appartenance, nous sommes en danger, etc. Donc les éco-anxieux sont des gens qui vont pousser des coups de gueule ou des alertes pour dire il faut arrêter tous nos comportements illégitimes au regard de l'environnement qui nous porte et qui nous permet de vivre. Mais malheureusement, les autres sont pas aussi mûrs qu'eux en termes de prise d'information. Ils vont les regarder, leur entourage, leurs amis, et même leur famille ou leurs collègues. Non, non, mais arrête de nous embêter avec d'abord, tu nous fais peur. Donc, inconsciemment, les gens vont être dans le déni. Donc, ce mécanisme de déni que je décrivais avec la cigarette. Et donc, quand les éconquus arrêtent de polluer parce que ça tue, bah, c'est juste une information, c'est pas encore une prise de conscience. Et là, hélas, donc, ils se font rabrouer et donc ostracisés par leurs congénères. Et c'est terrible parce que ça, c'est la troisième étape, c'est d'affronter la doxa. La doxa, c'est quoi? C'est la bien-pensance d'une société à un instant T donné, d'accord? Et aujourd'hui, la bien-pensance majoritaire, c'est quoi? C'est le capitalisme, voire le consumérisme triomphant. On n'a pas fait mieux que le capitalisme aujourd'hui, et il a des très bons côtés, notamment sur le progrès. Très souvent, quand je vois des éco-anxieux qui se plaignent du consumérisme, je leur dis, mais est-ce que vous avez arrêté d'utiliser la machine à laver? Est-ce que vous lavez votre linge sale à la rivière? Ils me disent, bah non. Bah voilà, donc est-ce que le fait de rejeter du CO2, ça vous pose un problème quand vous respirez, vous n'avez pas arrêté de respirer? Tout ça c'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est juste pour faire prendre conscience que on a besoin de CO2. La nature, la vie, c'est le carbone. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est pas l'excès de carbone. Et c'est pareil pour le consumérisme. Le consumérisme, dans une certaine mesure, c'est bien parce que ça nous apporte du confort, mais c'est l'excès de consumérisme qui est mauvais. C'est comme le capitalisme, c'est pas un mauvais système en soi. Il a des mauvais côtés comme de bons côtés, comme n'importe quel système, mais c'est les excès du capitalisme qui sont très mauvais, au regard de nos besoins de subsistance. Les scientifiques les connaissent bien. Et quand on entend les hommes politiques qui défendent le système capitaliste au détriment des connaissances scientifiques, on est dans un excès terrible parce qu'il est extrêmement dangereux
pour notre survie. Et c'est pour ça que l'angoisse de finitude, elle se réactive au niveau des éconçus. C'est la quatrième étape. Ils arrivent dans la vallée de la mort, c'est qu'ils se rendent compte que, un, les informations sont extrêmement négatives. Deux, il y a d'énormes éco-stresseurs et qu'on peut rien faire pour lutter contre tout seul en tout cas. Deux, quand on demande de l'aide au niveau de la doxa, ben, on se prend le retour de bâton, le backlash de ben non, c'est bien le consumérisme, il faut continuer. Mais on sent que les gens perçoivent les excès de ce consumérisme. Et trois, du coup, ben, pour les plus sensibles et les plus inquiets, eh ben, ils vont sombrer dans la vallée de la mort. Et là, on est dans quelque chose qui est ben, à quoi bon continuer à vivre, hein. Donc c'est la tentation de la dépression, si j'ose dire. C'est pas eux qui sont tentés, c'est que leur organisme s'épuise à force de tout ce processus, et donc ils tombent au fond de la vallée de la mort. Et donc là, il faut vraiment les soigner. Génial. Les dernières statistiques que j'ai lues montrent qu'actuellement, 25% des Françaises et Français se disent éco-anxieux et la proportion augmente constamment. On peut se dire que c'est beaucoup, mais en fait, à titre personnel, j'ai maintenant une approche inverse qui est de dire que, sachant que l'éco-anxiété, comme tu l'as dit, est une réaction en quelque sorte saine parce que ça veut dire qu'on a compris l'urgence écologique dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, l'INSERM dit sur son site qu'il s'agit d'une réponse rationnelle et saine face à la gravité des problématiques environnementales. Donc maintenant, j'ai tendance à me dire que le problème, c'est pas qu'il y ait 25% de personnes éco-anxieuses, c'est qu'il y ait que 25% de personnes éco-anxieuses et que c'est pour ça que les choses ne bougent pas assez vite. Si 100% des personnes, des Français et des Françaises étaient éco-anxieuses, dans le sens écolucide, hein, pas dépressif, et flippaient de la catastrophe vers laquelle on se dirige en courant, bah, tout le monde se mobiliserait. Et en particulier si les personnes les plus aisées, dont nos dirigeants et les patrons des grandes entreprises étaient éco-anxieux, ils prendraient des décisions drastiques plutôt que de considérer qu'il y a des choses plus importantes comme être candidat à la présidence de la République ou augmenter son chiffre d'affaires pour accroître les dividendes des actionnaires. D'ailleurs, tu écris toi-même dans ton livre, les éco-anxieux sont ceux qui se préoccupent de l'état de notre maison commune, mais surtout des conséquences néfastes à l'avenir pour l'humanité. Ils s'en soucient rationnellement et non pas parce qu'ils ont un profil anxieux. Donc, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes et tous éco-anxieux? Eh ben, tout simplement parce on est enfin, les éco-anxieux sont la minorité passive, active, pardon, et alors que la majorité passive continue de fonctionner sur l'ancien système de représentation. Quand je parlais de métanoïa tout à l'heure, ça te change ton système de représentation. Quand tu prends conscience d'un danger qui est très menaçant, qui va jusqu'à comment dirais-je, risquer de te faire perdre ta vie et celle de tes congénères, là, tu as vraiment envie de bouger. Un peu comme quand tu es dans une guerre et que tu vois tous tes copains qui se font tirer dessus par les ennemis, ben, même si t'es pas pour tuer les autres, ben là, tu te dis, c'est ma peau contre la leur, donc je me défends. Voilà, c'est un peu ça. C'est un espèce d'instinct de conservation extrêmement fort, puisque la pulsion de vie cherche à dompter la pulsion de mort. Or là, en fait, on est dans une problématique que les psychosociologues connaissent bien, c'est le basculement de valeurs liées à des nécessités, hein, donc c'est pas juste de l'idéologie, quand même, même ils appellent ça comme ça. Les psychosociologues appellent les idéologies des systèmes d'idéaux qui sont liés à des représentations idéales, mais aussi nécessaires, hein. Par exemple, si on prend le droit de vote des femmes, c'est un système au départ idéal, puisqu'elles ne votaient pas, donc on ne savait pas ce que c'était, hein, d'accord, de donner la voix au chapitre des femmes. Et pourtant, il y a des minorités actives qui se sont battues, hein, jusqu'à la mort, mourir pour ses idées, comme disait Brassens, d'accord, mais de mort en âme, rajoute-t-il, mais quand même, c'est-à-dire qu'on peut mourir pour des idées, pour un idéal qu'on veut voir s'actualiser dans le réel. Et ça, c'est très important de le comprendre pour les éco-anxieux. C'est-à-dire que ils vont être prêts à tout, jusqu'au militantisme parfois qui va leur faire du mal. On pourra y revenir. Il faut faire attention à ça, au passage à l'action qui est trop pathogène, parce que tu le disais, l'INSERM parlait d'une rationalité, mais il parle pas d'émotion. Et le problème, c'est que dans l'être humain, il y a de la raison, mais il y a aussi de l'émotion. Et il faut faire attention à ces émotions parce que elles peuvent nous emmener vers des passions tristes, voire dangereuses, qui nous menacent. Donc il faut toujours euh, conjuguer raison avec émotion pour éviter d'être dans des passions aveugles, voire néfastes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tant que les éconctions ne feront pas partie de la majorité, ils seront perçus comme une minorité active. Or, la majorité passive déteste les minorités actives parce qu'elles leur empêchent de penser en rond, hein, de penser tranquillement avec les anciennes catégories de pensée du passé. Et par souci de tranquillité trompeuse, hein, et en fait c'est le mécanisme du déni qui est donc un biais cognitif,
Les gens de la majorité passive vont pas se donner la peine de penser parce que ça fait peur ce que racontent les éco-anxieux. Ça fait extrêmement peur. Et comme la peur n'est pas valorisée dans notre culture, qu'elle n'est pas prise à sa juste mesure de, attention, c'est une objective, hein, c'est une alerte d'un danger qui est en train d'arriver. Les gens vont avoir plein de la majorité passive, plein de mécanismes, de biais pour trouver des bonnes raisons de ne pas s'y mettre, hein. En général, ils sont 80% des Français sont pour faire de l'écologie, mais ils sont beaucoup moins à passer à l'action parce que ça va les déranger dans leur petit confort. Bah ouais, il faut remettre en cause le tout voiture thermique. Bah, vous comprenez, moi je vais pas changer de voiture électrique d'abord parce que ça coûte cher, il paraît que ça pollue. Donc voilà, on a les premiers biais qui arrivent. Ce qui est en partie vrai d'ailleurs, hein, ça pollue, Mhm. mais plutôt la Chine plutôt que nous, même si ça empêche plein de rejets de gaz à effet de serre et que toutes les études montrent que c'est 2 à 3 fois moins polluant qu'une voiture thermique, mais néanmoins, ils ne connaissent pas toutes ces infos, et donc ils vont se raccrocher à des idées reçues en justifiant le fait qu'ils ne vont pas passer à l'action parce que c'est trop dur, parce que ça coûte trop cher, ils viennent d'acheter leur voiture, comprenez? Si je la vends, elle va perdre 30%, donc j'aurai moins de pouvoir d'achat. Enfin voilà. On est pris dans toutes ces contradiction du consumérisme qui fait qu'on a envie de changer, mais on ne change pas. Mais c'est un grand classique, hein. Changer, c'est toujours un effort. Et on préfère se réfugier dans le confort de la situation d'avant. Et donc, ça va mettre beaucoup de temps, hein. C'est le droit de vote des femmes en France, ça a mis énormément de temps, hein. Ça, les premières suffragettes, c'est à la fin du 19e siècle et les femmes ont voté qu'au bout de qu'en 1945. Alors, on a été un peu à la traîne par rapport à d'autres pays anglo-saxons, mais peu importe. C'est ce qui fait d'ailleurs que certains pays sont beaucoup plus en avance que d'autres par rapport à la cause écologique. Il ne faut pas trop faire de French bashing parce qu'on est le troisième pays le plus impliqué dans les politiques environnementales. Même si on détricote ce qu'on a fait et même si on est des borgnes dans le royaume des aveugles, hein. Mais peu importe, au moins il y a déjà ça, ça existe et on a quand même la possibilité de faire des tas de choses. Et donc, clairement, tant que la majorité passive ne sera pas convaincue, n'aura pas fait une métanoïa en intégrant donc les représentations liées à la nécessité de changer les comportements pour sauver nos conditions de vie et donc faire perdurer l'humanité dans une planète pas trop abîmée et qui permette de respirer ce qu'il faut comme air, de boire comme ce qu'il faut comme eau non polluée et de manger suffisamment de carottes et de patates avant que tout crame à cause de sécheresse et du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique ou même que tout soit noyé comme dans le Nord il y a eu les patates ont été noyées, la production a été affectée et sont plus assez grosses pour convenir aux standards de McDonald's pour ses frites. Donc, c'est un problème économique. C'est-à-dire que le jour où on comprendra que ça tape au portefeuille, qu'on aura de plus en plus de mal à vendre des produits alimentaires et donc à alimenter selon des standards les comptoirs des magasins consuméristes, les gens ne changeront pas. Donc, et il faut une volonté politique forte, et c'était ce qui s'était passé depuis un certain nombre d'années, même si on le détricote, pour que, en fait, on éduque, entre guillemets, la majorité passive à adopter des comportements de façon incitative. Alors, je ne veux pas parler de façon tyrannique parce que la Chine y arrive très bien, mais c'est une autre façon de voir les choses. Mhm. Quand on voit les progrès qu'ils ont fait ces 3 dernières années sur la diminution des rejets de gaz à effet de serre en développant les panneaux solaires, les TGV et les éoliens, c'est assez impressionnant. Mais ils sont 1,3 milliard et c'est la première économie la plus polluante. Mais ils sont en train de changer. Ils arrivent à changer, mais d'une façon, on va dire, autoritaire. Nous, dans les démocraties, on a plutôt envie de le faire de façon incitative, mais l'incitatif, ça va beaucoup moins vite que l'autoritaire. Mais c'est comme ça. Mhm. Et est-ce que ce que tu viens de dire, c'est un peu ce qu'on appelle l'écomyopie? Oui, tout à Le fait. fait Il y a un d'être chercheur. informé, mais de pas vouloir croire à ce qu'on voit, quoi. C'est un des mécanismes de déni, hein. Il y en a qui disent que ça n'existe pas, comme Trump. Donc ça, c'est carrément du climato-scepticisme. Mais l'écomyope, c'est celui qui va minimiser les problèmes, en fait, hein. Mhm. Il a l'impression qu'ils sont plus petits que ce qu'ils sont, en fait. C'est le principe de la myopie. On voit des objets beaucoup plus petits ou flous, ou de façon plus floue. C'est exactement ça, hein. C'est un chercheur je me souviens plus de son nom, mais c'était en 2007, il a fait un papier sur ce sujet-là pour montrer qu'effectivement, c'est un des mécanismes de défense, hein, donc de déni, pour minimiser les problèmes environnementaux, pour remettre à demain ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, en fait, hein. Mhm. C'est marrant parce que ça me fait penser que dans le cadre de mon activité de naturopathe, je fais des ateliers sur la santé des yeux, de la vue. Et bah, la myopie, c'est quand on voit pas bien de loin. Par contre, on voit bien de près quand on est myope souvent.
Et c'est marrant parce que il y a une espèce de symbolique de la myopie où on veut pas voir les problèmes du monde autour de nous et on se réfugie un peu dans sa bulle. Et donc c'est voilà, ça me fait penser à ça. Mais c'est un vrai problème. C'est intéressant que tu parles de la vision parce que, comme je disais tout à l'heure, la métanoïa, on appelle ça une conversion du regard parce qu'on ne sait pas dire autrement qu'avec les métaphores visuelles, une prise de conscience, hein, parce que l'information, on l'a vu, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, mais il faut vraiment un espèce de changement du regard du monde, en fait, et donc du rapport de la personne avec le monde, ce que les existentialistes appellent le Dasein, hein, c'est comment je manifeste mon être dans le monde. Bah, quand je suis consumériste, je le manifeste d'une façon beaucoup plus petite en termes de vision, c'est-à-dire que je ne vois pas suffisamment loin les problèmes qui me menacent. Je peux voir les choses dans mon environnement proche. Et c'est d'ailleurs sans doute comme ça que les gens changeront. C'est quand ils seront au pied du mur et qu'ils verront que les problèmes sont devant eux que ils vont changer. Ce qui s'est passé d'ailleurs, on l'a vu dans l'hiver dernier, là, quand il y a eu les inondations dans les Hauts-de-France. Les gens ont commencé, ils ont été inondés 3 fois. Ils ont commencé à comprendre au bout de la troisième fois que ce serait sans répit. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, ben je change mon comportement et j'arrête d'être au bord d'une rivière. Et donc je déménage parce que c'est la seule stratégie à court terme qu'un individu peut avoir pour affronter le dérèglement climatique. Il va pas changer les pluies parce qu'il n'est pas sorcier et puis il n'a pas la puissance d'un État et même que l'État français voudrait qu'il ne le pourrait. Hein. On peut pas changer les catastrophes naturelles comme ça en un claquement de doigts. Donc le seul moyen qu'avaient ces personnes qui ont vécu et qui l'ont vécu d'une façon psychopathologique, parce que maintenant à chaque fois qu'il pleut, ils sont en stress post-traumatique, ils ont peur, enfin pour ceux qui sont restés encore, ils ont peur, mais très très peur que ça puisse recommencer. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et c'est ça que l'éco-anxiété nous annonçait. Faites attention, ne perdurez pas dans votre éco-anxiété. Prenez-vous en charge, prenez soin de vous en prenant soin du monde. Enfin, c'est plutôt en prenant soin du monde que vous prendrez soin de vous. C'est d'ailleurs le sous-titre de mon ouvrage, parce que quelque part, euh, c'est comprendre que dans notre mécanique humaine, on a une façon de fonctionner qui nous empêche de voir le réel à sa juste mesure. Et c'est vrai que l'échelle d'une vie d'un humain, c'est à peu près 80 ans, donc on a calé nos lunettes, notre regard sur le monde avec nos lunettes humaines d'une façon qui n'est pas celle qui est parallèle à celle de l'évolution de l'environnement, la biosphère, etc., des règles de fonctionnement qui ont mis des milliards d'années à s'installer. Et ce qu'on fait à la planète, qu'on fait depuis 150 ans, depuis les révolutions industrielles, c'est-à-dire de prendre le pétrole ou le charbon qui ont mis 150 millions d'années sous les sols et le mettre en 150 ans dans la planète, dans l'atmosphère de la planète, c'est une accélération du tempo des cycles de la nature et de la planète qui ont l'air de rien au niveau, qui ont l'air longs au niveau d'une vie humaine, puisque 150 ans, ça fait à peu près 6 ou 7 générations. C'est rien à l'échelle de la planète et c'est un bouleversement énorme. Et c'est une vraie révolution pour la planète dont on n'a pas la mesure, parce que nous, on le voit pas. C'est pas à la même échelle hein, que notre vision et notre prise de conscience. D'ailleurs, souvent on dit oui, mais bon, quand il y a eu la météorite qui a fait disparaître les dinosaures, voilà, c'est déjà arrivé avant. Mais en fait, les dinosaures, ils ont mis 30 000 ans pour disparaître. Alors que nous, on va mettre quelques centaines d'années là pour se faire disparaître tout seul. Et C'est d'ailleurs, ça. par rapport au déni dont tu parlais, bah, Krishnamurti écrivait, c'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Donc, le truc avec l'éco-anxiété, c'est qu'on se sent souvent seul parce qu'on a l'impression que notre entourage voit pas l'urgence écologique et ça peut rendre maussade ou triste, voire amer ou chiant avec notre entourage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas sombrer dans cet état-là? Ah bah déjà, tu as donné la réponse dans la question, c'est-à-dire qu'on se sent seul quand on est éco-anxieux, bah, il faut voir des éco-anxieux. Hein. Alors, je voudrais revenir quand même sur les différentes intensités d'éco-anxiété. Hein. Logiquement, il faudrait dire, c'est comme pour la fièvre, j'ai une fièvre de 38 degrés, c'est pas logique juste j'ai de la fièvre, parce que dire que on a juste de la fièvre, on ne sait pas très bien quel est l'état d'avancement ou l'impact de ce syndrome qui est révélateur de différentes pathologies. Et c'est sûr que si on dit j'ai de la fièvre à 41 degrés,
on va pas agir de la même manière hein, selon qu'on est le patient ou le praticien. Donc voilà, c'est important de se dire est-ce que je suis éco-anxieux faiblement, moyennement ou fortement, très fortement, et on va pas agir de la même manière. Pour la majorité des éco-anxieux qui sont, on va dire, à 15% d'entre eux moyennement éco-anxieux, là on va faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on va voir d'autres éco-anxieux, on va parler entre nous dans des groupes de parole, on va essayer de trouver des gens qui nous entendent, qui nous comprennent. Et là, je citerai un groupe de parole qui commence à avoir beaucoup d'importance en France que Julien Lamy a mis en place, qui s'appelle les capitalistes anonymes, qu'on référence dans notre site de la Maison des Éco-Anxieux, donc éco-anxieux.fr. On référence ces groupes de parole parce qu'ils font énormément de bien aux personnes qui sont moyennement éco-anxieuses et qui voudraient pas le devenir trop, quoi. Parce que justement, nous sommes des animaux sociaux et d'être isolés dans cette perception qu'on a du monde, peut nous rendre chèvres, on va se dire, mais c'est moi qui suis fou ou c'est les autres qui le sont? Enfin, donc, du coup, comme on est rejeté par les autres, on est isolé. Et l'isolement, c'est un marqueur de dépression, donc il faut faire très attention. De ne pas rester trop isolé longtemps avec ces sujets-là dans la tête. Il faut absolument les sortir, mais avec des gens qui peuvent l'entendre. Et ce que me disent parfois, malheureusement, les éco-anxieux qui sont très... Moi, je vois que des très fortement, des fortement éco-anxieux, hein, donc des gens qui sont à la limite de la psychopathologie, ils ont tout essayé, puis ils n'y arrivent pas, ils ont besoin de l'aide d'un psychologue. Ils me disent, moi j'ai été voir déjà des confrères à vous, et c'est un sur deux qui me dit ça. Et ils m'ont regardé avec des yeux ronds en me disant, mais qu'est-ce que vous me racontez, ces histoires? Le monde n'est pas en train de s'effondrer. Quand ils racontent ce que j'ai dit moi-même là tout à l'heure, hein, qu'il y a 1 million d'espèces qui disparaissent, c'est totalement invisible pour les humains que nous sommes, qui vivons en France pour trois quarts d'entre nous dans les villes. On ne voit pas tout ça. Et c'est pas anodin que ce soit les agriculteurs soient les plus éco-anxieux en termes de CSP en France. Ils sont 2 fois plus éco-anxieux que la moyenne des Français. Parce qu'eux, ils sont en première ligne, ils voient le vivant disparaître. Nous, on est hors sol. On est inhumain. Mm. Quelque part, je fais référence à l'humus hein, duquel nous sommes constitués, c'est-à-dire de la terre dont nous venons, par évolution successive, hein, comme le montrent les savants. Et donc, quand on est éco-anxieux et qu'on veut en parler aux autres, on se sent ostracisé, comme je disais tout à l'heure. Et c'est pas anodin, d'un point de vue de la santé mentale, d'être ostracisé, parce que ça veut dire qu'on va être isolé et qu'on risque la dépression. Donc il faut absolument recréer du lien social avec des gens qui nous comprennent. Et c'est pas forcément avec des personnels de soins, hélas, parce qu'ils vont pas comprendre. Et c'est ce qui fait qu'en partie d'ailleurs, l'éco-anxiété est invisibilisée parce que les éco-anxieux se censurent. Ils n'ont pas envie de passer les 15 minutes de leur consultation avec leur médecin généraliste pour leur parler des rapports du GIEC, etc. Parce qu'il faut bien plus que 15 minutes pour comprendre ces problèmes-là. Donc on a un vrai souci d'abord d'information. Et quand je dis que l'information c'est la vie, c'est à ce niveau-là aussi que ça se passe. C'est-à-dire que parfois c'est tragique, mais certains éco-anxieux qui vont pas bien et qui ont essayé d'en parler à un personnel de soins, finalement ils n'arrivent pas à faire passer l'information. Et donc comme l'information ne passe pas, ça les menace encore plus, puisqu'ils n'ont pas pris en charge correctement. Donc, tant qu'on est moyennement éconxieux, c'est important, et même quand on l'est fortement aussi d'ailleurs, on peut aller voir des groupes de parole. Donc là, c'est facile d'aller voir les capitalistes anonymes et trouver un groupe de parole pas loin de chez soi. Mais on peut aussi se réempuissancer, hein, c'est hyper important de sortir de l'impuissance. Hein. On y viendra peut-être tout à l'heure pour passer sur un projet d'action, ce que j'appelle un éco-projet. Mais avant tout, il faut vider sa charge, sa surcharge émotionnelle et sa surcharge cognitive. Et là, il n'y a rien de mieux que le partage avec des congénères qui nous comprennent, avec qui, quand on va dire éco-anxiété, ils vont pas ouvrir des yeux grands comme des soucoupes et qui vont comprendre ce que ça veut dire que l'éco-anxiété. Voilà. Parce que c'est bien d'être écolucide, mais si on est écolucide tout seul dans son coin, voilà, on tourne en rond, quoi. Et on n'en fait rien. Donc, tous les éco-anxieux sont écolucides, hein, d'ailleurs, hein, mais tous les écolucides ne sont pas forcément éco-anxieux parce que on peut ne pas l'être au démarrage ou on peut l'être, on ne plus l'être éco-anxieux une fois qu'on a fait un travail sur soi et qu'on a régulé son éco-anxiété. On reste toujours éco-anxieux, hein, c'est-à-dire inquiet. Parce que éco-anxiété, ça veut dire quoi? C'est des inquiétudes pour la planète, enfin, ou l'environnement. Donc, on sera toujours inquiet dès qu'il y aura une mauvaise nouvelle, mais on aura appris à réguler les mauvaises émotions qui en découlent, c'est-à-dire des émotions négatives qui nous affectent, qui nous font trop peur, qui nous font extrapoler des choses avec des anxiétés d'anticipation sur le fait que l'avenir est compromis. Il est certes compromis, mais il est aussi porteur d'espérance si on arrive à changer les choses, et je pourrais en reparler si tu le souhaites, parce que moi je pense qu'il faut avoir une approche positive. Là, je parle de psychologie positive, hein, c'est-à-dire une psychologie qui permet de remettre du bien-être dans la tête des gens, c'est-à-dire de retrouver la santé mentale positive et ne pas, comment dirais-je, tourner en rond dans son éco-anxiété
en tant que détresse psychologique qui s'aggrave, qui perdure et qui nous emmène vers des psychopathologies. Donc on a un travail de prévention à faire avec soi-même, c'est-à-dire de dire attention, j'entends que l'éco-anxiété, si elle perdure, elle s'intensifie, elle peut m'emmener vers le côté obscur de la santé mentale, vers les psychopathologies, donc il faut que je fasse quelque chose qui est d'importance, c'est de réguler les sollicitations cognitivo-émotionnelles, c'est-à-dire les informations négatives, en baissant le flux d'informations négatives, en fine-tunant, comme on dit quand on fait de la radio, et en le contrebalançant, et ça c'est très important, par une recherche active d'informations positives. Très très important. Ça a été démontré par plein de recherches en sciences humaines. On peut arriver à réguler cette espèce d'aimantation naturelle qui nous emmène 2,7 fois vers les informations négatives en se forçant, en ayant la volonté d'aller chercher des informations positives. Et ça va jusqu'à guérir des dépressions et même des maladies cardiovasculaires. Donc la force de l'esprit sur le physiologique, ça c'est des choses que l'on connaît très bien, c'est l'effet placebo ou l'effet nocebo, il faut faire attention aussi à l'autre. Avec l'effet placebo, c'est-à-dire la force du mental sur le physiologique, on arrive à soigner des maladies. Et ça c'est très important que les éco-anxieux aient conscience qu'ils ont ce pouvoir de réempuissancement sur le pouvoir de l'information, hein, qui vient à nous d'une façon violente. On peut dire stop ou on peut dire pas trop. On peut réguler l'information et aller chercher des canaux moins mainstream qui sont très anxiogènes parfois, hein. Donc, et d'aller chercher donc des témoins, des éco-témoins qui ont fait des choses extraordinaires. Et moi, je raconte très souvent, peut-être que je la raconterai tout à l'heure, l'histoire de Felix Finbeiner, ce jeune Allemand qui a planté 14 milliards d'arbres en 15 ans. Hmm. Bah vas-y, raconte-la. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Je vous invite donc à écouter la suite dans une deuxième partie.